Si nous sommes à un moment où une des questions qui se pose est celle de la dématérialisation du livre électronique, en même temps, ces mêmes moyens qui permettent d'arriver à cela s'accompagnent de moyens de reproduction, de techniques d'édition assistée, etc., qui permettent de disposer de petits tirages. C'est-à-dire que on est capable aujourd'hui, à nouveau, sans que ce soit des tirages de livres d'art extrêmement coûteux, comme ça pouvait se concevoir il y a 30, 40 ans, ou des tirages minimaux de 3 ou 4 000 exemplaires, d'avoir des tirages complètement sur mesure, même de quelques dizaines d'exemplaires. Et ça a permis de voir apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui de la micro-édition, de la petite édition. On ne va pas chipoter sur les noms. Et dans cette salle, vous êtes réunis, et ben on a une table ronde avec un certain nombre de praticiens ou d'ex-praticiens de cela, mais c'est important que tu nous expliques aussi cela. Et on a même, enfin on a aussi l'auteur, on a même, tout à l'heure, on avait un représentant ici, des spoliés de la micro-édition, mais qu'on a renvoyé dans la salle, puisqu'il ne nous laissait pas sa bière. Voilà. Alors on va commencer par un tour de table rapidement, pour rappeler qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites aussi. On va commencer par le bout, par toi. Donc Jérôme Beau, édition Armada. Pourquoi je fais ça? D'une part parce que le milieu de la SF, c'est un milieu que je connais depuis longtemps. Que c'est un milieu que j'apprécie, et suite à différentes discussions ou autres, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bons romans qui n'arrivaient pas à être ou réédités ou voire même carrément édités, parce que ça n'intéressait pas les maisons d'édition classiques. Et donc c'est là où j'ai eu l'envie de lancer là-dedans et d'éditer donc ces romans-là. D'accord, donc le fait de voir des textes qui restent... Voilà, des textes très bons qui restent, voilà, qui ne sont pas publiés. Merci. Frédéric Zimunder. Donc moi, ma démarche est un petit peu différente de celle de Jérôme. Donc les éditions, c'est les éditions Nostradamus, qui à la base sont une toute petite structure associative qui a eu pour première vocation de m'abriter en tant qu'auto-édité derrière une enseigne, et de proposer la même solution à des auteurs qui étaient en galère comme moi pour trouver un moyen de diffuser leurs œuvres. Voilà. Alors, Isabelle Marin des éditions Les Netscripteurs. Ma démarche moi, c'est de m'intéresser aux nouveaux auteurs, aux jeunes auteurs, parce que, un petit peu comme pour Jérôme, bien qu'on soit sur des lignes différentes, ce sont des auteurs qui n'intéressent pas les maisons classiques, puisqu'il y a une grosse prise de risque, d'une part, et d'autre part, beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail éditorial, parce que quand on a un auteur qui a 20 ans et qui écrit bien souvent depuis l'adolescence, donc ce sont des gens qui ont une pratique d'écriture, notamment depuis l'explosion d'Internet, sur les blogs, etc. Les jeunes maintenant osent écrire et montrer leurs écrits. Bien sûr, il y a du travail à faire derrière avant d'aboutir à une publication. Et c'est ce travail-là qui m'a intéressée. Et là, on va revenir dessus, le travail qu'il y a à faire derrière, et en amont et en aval de l'opération d'impression qui n'est pas de l'édition, même si un certain nombre de personnes ont pu croire à un moment que ça se limitait à ça. On continue avec Xavier. Donc moi c'est Xavier Delot, je suis éditeur donc, des éditions Ad Astra. C'est une maison d'édition que j'ai montée à un moment donné où j'étais au chômage en fait. Je venais de quitter une librairie, une grande librairie rennaise, normalement pour aller chez Dargaud, mais ça n'a pas marché. Voilà. Et j'ai monté avec mon frère parce que c'est vrai que bon, depuis que je suis adolescent et que je lis de la SF, que je lis de la littérature tout court, toutes les facettes du livre m'ont toujours passionné, et c'est vrai que l'édition était parmi ces passions, et j'avais vraiment envie de tâter la bête, entre guillemets, quoi, voilà, et de voir ce que ça pouvait donner. Donc j'avais déjà publié, comme Jérôme d'ailleurs, un fanzine ou deux dans les années
fin des années 90 et au début des années 2000. Et j'avais envie vraiment d'y revenir, mais d'une façon plus professionnelle. Et donc, Dastra s'est imposé et ça continue toujours, pour l'instant en tout cas. Et ça continue pas toujours. Non. Donc toi, tu as commencé. Magnifique transition. D'une élégance. J'ai bien aidé quand même. On avait répété. Donc, je suis parti d'une expérience d'auto-édition au départ. Parce que j'avais un manuscrit qui n'avait pas trouvé éditeur, mais à mon avis pour des mauvaises raisons. Donc d'où la tentation d'éditer, mais de faire vraiment le travail d'éditeur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu ce roman, puis en même temps, j'ai découvert que ça m'amusait, que c'est un travail qui est très agréable d'être en relation avec des auteurs, de parler, de discuter. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. C'est un énorme travail parce que je faisais ça moi en plus de mon travail. Donc mon travail d'écriture, d'édition, très très excitant à faire, sauf qu'à un moment donné j'étais malade et la maladie, en fait j'étais obligé petit à petit j'arrivais plus à démarcher des libraires. En fait, c'est des petites choses comme ça qui se défont petit à petit. Et puis un jour j'ai dû quitter un salon parce que j'avais la fièvre et je me suis dit bon, je ne peux plus continuer comme ça. Donc j'ai terminé ce qui était en cours, quoi. Je ne voulais pas finir d'un mois. Donc j'ai pu, le dernier livre c'est l'ardoise magique de Dame Lamiès, quoi. Donc après j'ai proprement mis la clé sous la porte, quoi. J'en garde quand même un très bon souvenir, peut-être pas ce que je faisais le mieux éditeur, mais enfin bon, je trouve que c'est une activité vraiment magnifique. Et alors, finalement, qu'est-ce qui caractérise? Parce que quand je regarde, je vois aussi des éditeurs dans la salle, y compris derrière les objectifs. Bon. À partir de quel moment on va passer de ce statut de petit ou de micro-éditeur à ce qui serait un statut d'éditeur? Parce que pour toi, micro-éditeur, c'est pas être éditeur. Non, oui, mais alors pourquoi on dit micro? Magnifique question. C'est simplement la question que je pose. C'est un suicide en direct. Voilà, la micro-édition n'a en règle générale pas accès, pour raison budgétaire, à la diffusion-distribution qui coûte très très cher pour aller chez Hachette, Harmonia Mundi ou des choses comme ça. Il faut vraiment avoir les reins solides déjà à la base quand on lance la maison d'édition. Quand on est micro-éditeur, on a un petit budget, honnêtement, au départ, et puis en règle générale ça reste comme ça. Mais bon, on n'a pas les moyens de se payer cette diffusion. Donc c'est vraiment ce qui fait la différence. Du coup, on adapte aussi notre façon de fonctionner à ça, c'est-à-dire qu'on fait des tirages qui sont nettement moins importants que les plus gros éditeurs qui sont diffusés, distribués en librairie. Et on essaye de trouver des moyens aussi dédiés pour nous faire connaître, et gratuits si c'est possible. Voilà, genre Internet, c'est vrai, Facebook, ce genre de choses, c'est pratique, mais voilà, enfin, moi je pense que le nerf de la guerre, c'est de toute façon la diffusion-distribution. Et ça tient aussi, cette question de diffusion-distribution, c'est une question d'avoir les reins solides ou pas, mais c'est aussi la possibilité de produire un nombre de titres ou pas, parce qu'il y a des exigences de la part des diffuseurs qui vont nous demander de produire tant de titres chaque mois. Et moi, par exemple, avec le travail que je fais avec mes jeunes auteurs, il est impossible, totalement impossible que je me mette dans un système comme ça, où je vais être obligée de produire, sans faire en fait ce qui me tient à cœur. Et je pense que quand on est petit éditeur, ce qu'on fait, c'est qu'avant tout, on est passionné par ce qu'on fait, et c'est ça qui nous fait tenir. Et si on perd ça, en ce qui me concerne, parce que moi c'est un petit peu particulier, mais si je perds ça, si je perds ce travail dans la durée avec les auteurs, je n'ai plus de raison d'être finalement. Donc, voilà, il faudrait qu'il y ait un diffuseur qui s'adapte aussi à mon projet, sachant que c'est des auteurs complètement inconnus, etc. Donc, alors certains diffuseurs ont essayé de le faire. C'est même pas la peine, quoi. Oui, on ne peut pas dire que j'ai été un grand succès, voilà. Oui, Mais bon, après, c'est sûr. C'est le risque à prendre. Voilà, non, à ce moment-là, il vaut mieux rester sur une niche avec un public qui devient fidèle, parce que moi j'arrive à fidéliser un public sur la maison d'édition, c'est-à-dire que les titres d'Inex Scripteur, pas sur un auteur, parce que
les grands noms, forcément, on va chercher tel auteur, etc. Et moi, on sait que j'ai peu de publications, mais quand il y en a une qui sort, tout le monde vient voir ce que c'est, ce nouvel auteur. En général, c'est des choses assez différentes aussi, et de ce qui se fait, et de ce que j'ai déjà produit. Donc voilà, il y a une attente qui est différente et qui me permet de produire peu en même temps. Alors, est-ce que c'est un mouvement, celui de la micro-édition, hein, édition à part entière, mais bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez accepté de toute façon cette qualification, je veux dire, autour de la table. Est-ce que c'est un mouvement qui peut être pérenne, ou est-ce que c'est une réaction d'ailleurs face à un mouvement de concentration chez les grands éditeurs, et là je vais utiliser un autre adjectif, ou bien est-ce que on trouve déjà, ou on peut trouver déjà des traces de micro-concentration chez les micro-éditeurs? Les gens qui peuvent se regrouper, des gens qui peuvent se regrouper pour travailler. Je regarde comme ça, pour travailler, non, mais avec un diffuseur par exemple. Hein, bon, pour organiser ensemble des rencontres, des salons, on a des choses qui... Est-ce que existe le risque, bien après tout en disant risque, je prends une position, mais est-ce le risque que cette micro-édition débouche finalement sur une banalisation de la chose, après simplement un renouvellement du personnel de l'édition? Merci. Voilà. On a 55 minutes. Est-ce que tu envisages le futur simplement seul, ou en te regroupant avec d'autres? Me regrouper avec d'autres, je vois pas pourquoi. Pas vraiment les c'est ça qui est intéressant. Moi je trouve que c'est vraiment aussi quelque chose d'assez solitaire. Moi je fais mes propres choix et ils sont assez, quand même très personnels. Je ne me vois pas m'associer avec quelqu'un d'autre pour partager le plaisir que j'ai aussi à éditer ce que j'édite actuellement, quoi. Donc, voilà. Après, pour des raisons plus commerciales, quand on est un peu plus gros, effectivement, comme on peut faire les indés de l'imaginaire, je trouve ça effectivement très utile, surtout dans la conjoncture actuelle, qui est vraiment très difficile, que ce soit pour les éditeurs, les auteurs et les libraires, très difficile. Mais moi, pour la micro-édition, je ne crois pas que ce soit nécessaire, parce que, justement, parce que c'est très micro, donc on arrive quand même malgré tout à gérer ce qu'on a à gérer. Je pense qu'il faut on a un point de vue différent. Non, mais je rejoins Xavier dans le sens où, on va dire, au sein même de différentes maisons, on ne va pas s'associer en disant, pas forcément s'associer en disant on va faire un programme commun, on va se regrouper pour faire voilà, pour faire qu'une seule maison, plus grosse ou autre. Mais là où on peut se rejoindre, c'est ce qu'on fait avec les descripteurs, se réunir pour faire des salons, ne serait-ce que pour faire du covoiturage. Ça a l'air tout bête, mais plutôt que on fait tel salon, on le fait tous, on est à peu près tous du même coin, plutôt que de dire bon, on part chacun de notre côté, toi en train, moi en voiture, et on fait voiture commune, on mutualise nos moyens. Voilà, éventuellement on fait stand commun. Même pour louer des stands. La logistique, quoi. Pour la logistique. Voilà. Ça nous permet de discuter. Puis c'est vrai qu'on est assez complémentaires, parce que Jérôme est un peu plus SF, Fred un peu plus fantastique, moi un peu plus fantasy. Donc on peut constituer un pôle de l'imaginaire aussi à nous trois sur les systèmes régionaux. Est-ce que vous arrivez à ce moment de rediriger par exemple un auteur vers un autre? Moi je le fais tout le temps. Ouais. Je le fais tout le temps. Tout à fait. Mais Parce qu'on se connaît, on a de l'estime pour ce qu'on fait de manière réciproque. Je sais, mais par exemple, comme disait Isabelle, elle, c'est plutôt les jeunes auteurs ou autres. Si je vois un jeune auteur qui n'est pas forcément, on va dire, un texte qui m'intéresse, qui rentre dans ce que j'ai l'habitude de publier, je le réoriente vers
vers Isabelle et inversement. Voilà, moi si c'est des auteurs un peu plus aguerris, qui ont déjà publié des nouvelles à droite à gauche, qui connaissent un peu déjà comment ça fonctionne, moi il y a un travail un peu pédagogique avec mes jeunes auteurs sur comment ça se passe, les navettes de correction, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'édition, qu'est-ce que c'est aller sur un salon, rencontrer des lecteurs. Donc il y a ce travail-là. Des auteurs qui ont déjà un petit peu cette expérience, je vais plutôt les orienter vers Jérôme. Moi j'ai le souvenir d'un manuscrit que j'ai reçu pour Ad Astra, que j'ai trouvé absolument fabuleux, quoi. Et, sauf qu'il faisait 2 500 000 signes d'espace non compris. Techniquement, j'ai pas... Ah oui, je l'ai lu en entier. Techniquement, je peux pas l'éditer, c'est pas possible. J'ai pas les finances pour ce genre de livre. Je l'ai renvoyé vers un autre éditeur qui a un plus solide. Et le résultat, il a été pris tout de suite. Enfin, voilà, Lequel? Alors, il s'appelle Dominium Mundi, ça va apparaître aux éditions critiques. Voilà. Ouais. C'est un planète opéra, c'est un space opéra qui s'inspire un peu comme le roman de Hugo Bellagamba de la Jérusalem délivrée du TAS, en fait. Voilà. Sauf que là, c'est une version space opéra avec des curés dans l'espace. C'est une croisade sur une planète qui s'appelle Akia. C'est juste absolument génial, quoi. C'est épique. Enfin, moi, j'ai purement adoré. Et je pouvais pas le faire. Et voilà, et je pense qu'on peut aussi servir à ça. On peut servir de relais. Même en 2 volumes, tu ne pouvais pas le faire? Non. Critique le fait en 2 volumes. Moi, je l'aurais fait en 27. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça fait un feuilleton. Je peux pas aller au-delà d'un certain nombre de pages. C'est vrai qu'à côté de ça, nous on a aussi fait un projet en coédition, parce que normalement je ne fais pas d'anthologie. Et on avait, c'était Fred qui avait eu l'idée de lancer un appel à texte sur le thème de l'Apocalypse en 2012, parce que c'est un petit peu d'actualité. Et donc on s'est associés, puis au résultat, donc on a fait des choix ensemble, on a travaillé ensemble dessus. Et ce qui a permis un petit peu de mixer nos lignes éditoriales, c'est-à-dire que dans cette anthologie, il y a des jeunes qui publient pour la première fois, il y a également des auteurs qui ont déjà publié d'autre part. Et ça ouvrait aussi par rapport à toi qui travaille beaucoup avec des auteurs de la région, donc on travaillait sur un périmètre plus large, parce que moi je fais une vocation nationale. Donc, ça permettait de mixer un petit peu nos lignes et de travailler ensemble, c'était sympa aussi. Alors cet aspect sympa, comment le... non, c'est important, mais comment peut-il se traduire sur le plan économique? C'est-à-dire que, est-ce que réellement il peut faire vivre ceux qui pratiquent la micro-édition? Est-ce qu'il peut faire vivre les auteurs qui écrivent pour eux? Est-ce que... Non, mais c'est ce modèle. Alors on voyait le montant d'échecs que je t'ai fait. Vous encore réussissez à unifier les grands éditeurs, déjà, parce que oui, pas avec les éditeurs. Oui, mais alors justement... Un tirage à 100 exemplaires que tu fais vivre en autre. Justement, on ne fait pas forcément des tirages à 100 exemplaires. D'ailleurs, je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce que tu disais au début. Je pense que la petite édition existait avant les tirages numériques. Parce que c'est vrai que les tirages diminuent, mais même chez les grandes maisons, parce que le nombre de titres explose. Qu'est-ce que tu appelles petite édition finalement? Les petites maisons et les tirages numériques, j'ai vu que tes confrères faisaient des tirages à 100, grand maximum 300. C'est vrai qu'au début, j'étais partie sur 1000. Bon, je les ai laissés aussi parce que effectivement, moi je stocke chez moi dans mon salon. Donc, voilà, donc après, je me suis alignée sur ça aussi. Mais je veux dire, il y avait des petits éditeurs. Les grands éditeurs ont commencé en étant petits déjà. Oui. Et les gens évoluent peu à peu. Oui, mais je pense qu'il faut du temps. De toute façon. Oui, je fais des tirages à 400 maximum, c'est la limite que je me suis fixée, sauf pour certains livres. Moi je suis passée à 400. Voilà. 500. Pour un ou deux où j'ai tiré à 800, finalement ils sont moins vendus que les autres. Il y a un enjeu aussi, j'ai la question qui s'est posée à un moment donné, j'avais envie de faire quelque chose, je sentais bien qu'il y a une connexion entre les gens qu'on a vraiment envie d'éditer, mais dont c'est pas forcément dans nos moyens, et que ça vaut le coup. Et au fait, quand là pour moi l'investissement, je l'ai eu pour le recueil d'Ursula Le Guay. Effectivement, j'ai contacté des gens, je ne connaissais même pas les us et coutumes de la chose,
mais l'agent en France, Ursula Le Guin, on ne négocie pas avec lui. Et il m'a dit qu'il me faisait la meilleure remise, je lui ai fait confiance. Après, pareil, j'ai trouvé une traductrice, je trouvais quelqu'un qui était pro et tout, qui a été très réglo, mais qui avait ses exigences. Donc il y a eu toute une somme, en fait, au départ. En fait, pour moi, c'était évident que ça ne se discutait pas, parce que le but, en fait, c'était de prendre un livre assez rare, d'un grand auteur. Donc là, l'investissement, il ne s'est pas fait sur le tirage. Le tirage se fait de toute manière. Le but, c'était éventuellement un succès critique. Mais par contre, il y a un gros investissement de départ sur le montage du livre. Et aussi, d'ailleurs, une demande de subvention pour la traduction. Quand tu fais ce choix de publier sur Le Guin et de faire traduire, c'est quoi? C'est le désir de faire connaître un texte ou c'est l'envie peut-être de faire connaître la maison d'édition pour tirer les autres textes? C'est l'idée que si je suis éditeur, c'est pas pour faire des petites choses de manière mesquine. Et que on a toujours, enfin moi c'est une crainte que j'avais de faire des petits choix et de jamais de donner de direction au regard. En fait, moi ce qui me motive, c'est cet auteur-là. En fouillant sa bibliographie, je m'aperçois qu'il y a des trous, des choses sur lesquelles personne. Parce que le recueil que j'ai fait en fait est complémentaire d'un autre qui est paru chez un très grand éditeur. Donc, bon, il n'a pas voulu l'éditer, je ne sais même pas pourquoi. Mais l'idée, c'est de placer le regard le plus haut possible en disant, tant pis, je suis tout nu, mais on va aller donner la direction de la Lune. Il n'y a pas que le tirage. Sinon, j'ai aussi l'impression, ce qui fait, pour revenir un peu sur ce qui fait aussi la différence entre les petits éditeurs comme nous et les gros, avant tout, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est en partie se faire plaisir. Pouvoir se faire plaisir et éditer des textes qu'on aime, auxquels on croit, sans se dire « Ah oui, mais mince, si je publie ça, c'est un texte que j'adore, qui est fabuleux, oui, il va se vendre il n'y a pas de son public. » Et donc, j'ai l'impression qu'il y a certains grands éditeurs, on va dire, de maisons installées, qui se brident un peu par moment parce que oui, mais ça je ne publie pas, ou alors pour publier celui-là que j'adore, je suis obligé de publier celui-là que je déteste, mais auquel c'est une valeur sûre, je sais qu'il va se vendre, il va se vendre comme des petits pains, et donc de devoir jongler et faire des concessions. Donc purement marketing. Financière, oui. Et alors que pour petits éditeurs, c'est un peu moins ça, c'est plus... Parce que de toute façon, ça ne va pas nous rapporter grand-chose. De toute façon, ça va on peut y aller dans le choix. Voilà, ça ne va pas nous rapporter grand-chose et ça ne va pas nous faire perdre, entre guillemets, grand-chose non plus. Voilà, ça ne va pas forcément remettre en cause la petite maison d'édition qui en appartient. Si un bouquin qu'on sort va se vendre mais si tu vends qu'à 50 exemplaires, oui, bon, sur un tirage de 200 ou 300, c'est moins grave que si sur un tirage de 3000 exemplaires, tu en vends 50. Et alors, quand vous avez commencé les uns et les autres la petite édition, quels ont été les écueils que vous avez rencontrés d'abord? Qu'est-ce qui a été la surprise dans les difficultés, ou au contraire, ce qui a pu être plus facile que ce qui était attendu? Et quels conseils vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, mis à part le conseil de « c'est pas la peine, on est déjà là ». J'avoue que le principal écueil, ça a été de créer la structure en fait. Parce que je voulais créer vraiment une entreprise au départ, donc je suis passé par la chambre de commerce de Rennes. Et au bout d'un an et demi, en fait, ça n'avançait toujours pas, quoi. Vraiment toujours pas. Et il y a eu cette chose qu'on appelle l'auto-entreprise qui est apparue. Et là, je l'ai fait en 24 heures, presque. Voilà. Et donc, mais ça a été vraiment le principal écueil. Après c'est des bons ou des mauvais choix qu'on fait sur certaines choses. Dans ce domaine, j'en ai fait des bons ou des mauvais. Mais bon, enfin, j'ai pas connu d'écueil particulier, parce que c'est vrai que tant que le plaisir, comme tu dis, tant que la passion est là et qu'on a vraiment envie de faire les choses, on accepte
on accepte ce genre de choses. Donc, voilà. Pas Et- grand-chose à rajouter là-dessus. Et en marge, des aspects financiers, bien sûr, de la chose, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme information ou formation ou avertissement avant de commencer ça? Une formation à InDesign. Il y en a par les agences régionales. Et, Du ouais, livre. Moi j'en ai fait pour l'agence régionale. Et puis ouais, c'est vrai que moi je n'avais pas du tout ces informations-là, donc bon, j'ai vraiment galéré au départ pour faire les maquettes, etc. Enfin, je prends les pilleurs d'âme de Laurent par exemple. Ça a été hormis l'illustration d'Eric Scala qui est magnifique, hein, voilà. Mais la maquette, tout, enfin, j'ai fait, mais je ne sais même pas 6 mois à comprendre comment tout ça fonctionnait, comment ça pouvait s'assembler, etc. Donc c'est un vrai processus. Puis après, comme de toute façon j'étais pas très doué dans le domaine, j'ai pris un graphiste. Voilà. Moi, lui, il savait ce qu'il faisait. Tu as eu de la chance parce que j'ai failli te faire tuer juste après. Ouais. Mais du coup, on a refait la maquette des skieurs d'âme après. Moi, sur ces questions techniques, j'ai pas trop de soucis puisque j'avais quand même une solide expérience dans la correction et la mise en page. Alors c'est vrai qu'en plus, j'ai fait des stages auprès d'une correctrice dans l'édition pour bien maîtriser le code typo. Je fais pour financer mes projets des prestations de services auprès d'autres éditeurs en correction et en mise en page. Donc InDesign, c'est mon domaine. Alors, un point intéressant. Bah écoute, je vais faire des maquettes. Donc c'est vrai que sur la question du montage technique, moi j'ai beaucoup réfléchi au statut aussi. Il n'y avait pas encore le statut auto-entrepreneur, j'ai choisi un statut de SARL. C'est ce que je voulais prendre. En pensant voilà, que ça m'apporte, avec la chambre de commerce aussi, on se fait des formations là-bas. En pensant que ça m'apporterait plus de crédibilité, par exemple vis-à-vis des libraires. Moi, mon désenchantement, il est plutôt à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, en m'adressant à un jeune public, aussi bien au niveau des auteurs qu'au niveau du lectorat, je les incite à aller chez les libraires, donc plutôt qu'ils me commandent directement, je leur dis que vous avez bien un libraire, et puis en fait, je me suis aperçue que la moitié ne répercutait pas. Alors je m'en rends tout à fait compte, puisque je suis en relation directe avec le public, je suis sur les blogs, je suis sur Facebook, donc les choses ne m'échappent pas, quoi. Et le libraire qui dit « Ah ben non, je n'ai pas trouvé », alors qu'il a qu'à taper les Netscripteurs sur Google, et Google a 10 pages de chroniques, de sites officiels. Il y a beaucoup de mauvaises fois. En même temps, je comprends qu'ils ne prennent pas, donc j'ai un peu du dépôt-vente. Il y en a certains qui aussi me prennent des commandes directes. J'en ai même qui m'en prennent en office, donc dès que j'ai un bouquin qui sort, qui m'en prennent une dizaine. Donc c'est assez sympa, mais bon, c'est vrai que sur l'ensemble, j'ai beaucoup de désenchantement à ce niveau-là. Les libraires, c'est vrai que les défenseurs du système traditionnel, oui. c'est dans de la diffusion distribution, et que même au niveau de l'information, quand ça passe pas par Tilicom ou Lectre, je suis sur Tilicom, il y a la plupart. C'est vraiment de la mauvaise foi, quand même. La plupart ne vont même pas faire l'effort. Oui, ils ne vont pas faire l'effort. De toute façon, ils vont revenir sur ça. Alors qu'on leur amène une commande, voilà. Et ils vont regarder qui est le diffuseur-distributeur. Ça marche comme ça aussi. Et si c'est, je ne vais pas citer le nom. Et là, on revient sur les questions de diffusion. Ils vont prendre les retours ou pas. Ça, éventuellement, effectivement, mais ça c'est plus une question Alors aujourd'hui, aujourd'hui justement, c'est quand même le problème, c'est-à-dire la distribution, la vente, parce que ça passe par de la vente, mais enfin aller vers le public, établir le lien entre l'écrivain et puis le lecteur. Jusque-là, on est arrivé à la constitution du livre, au travail d'éditeur sur les textes qu'on a évoqué même rapidement. Bon, ensuite, ça devient un objet, et puis c'est là que se pose le problème. Vous venez de l'évoquer. Comment est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce qui travaille avec un distributeur, diffuseur? Qu'est-ce qui a arrêté de le faire? Pourquoi? Et qu'est-ce qui travaille en direct? Moi j'ai arrêté de le faire. Oui. Ah oui, je suis parti de je vais pas dire mais bon, disons que j'ai eu énormément de problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est notamment financier et puis au niveau aussi du professionnalisme, quoi, qui n'était pas du tout au rendez-vous. Je veux dire, justement, le contact avec les libraires n'a jamais été fait. Il n'y avait pas de représentants, il n'y avait rien qui fonctionnait, quoi. Vraiment rien. Alors autant quelque part, quand rien ne marche, autant faire les choses nous-mêmes, puisque on paye quelqu'un pour le faire et il ne le fait pas le boulot. Donc voilà.
mois après mois, ça a fini par flamber la maison d'édition. Voilà. Et si encore Ad Astra existe maintenant, je dois avouer que c'est merci à Pascal Godbillon, parce qu'il a racheté le cycle de Lormer en folio. Et voilà, c'est ça, c'est juste pour ça. Sinon, Ad Astra n'existerait plus. Ouais, ouais. Et, justement, c'est ce que j'aime bien dans ce système éditorial actuel quand même du milieu de la SF aussi, hein, c'est qu'il y a quand même une solidarité quelque part qui est vraiment très agréable. Ça fait plaisir à entendre là-dessus. Recours à un diffuseur. Pardon, pas à mon niveau, je suis microscopique. Je travaille en direct avec des libraires autour de chez moi. Et même là, c'est pas évident. C'est pas évident parce que même quand tu arrives avec ton paquet de livres sous le bras pour en laisser en dépôt, c'est du dépôt, ils ont rien à payer. Ben, souvent, ça les fait chier. Donc, des fois, tu laisses les paquets de livres filmés, puis tu repasses 6 mois après, ben, tu les sont toujours filmés. Il n'y a pas une pression, puisque tu dis que tu prends maintenant certaines fois d'autres auteurs, et il n'y a pas une certaine pression des auteurs que tu publies? Non, parce que Je suis toujours une pression des auteurs. Pas comme ça. Non, pas sorti ça. Sur un titre que j'ai publié avant l'anthologie, l'auteur a été démarché des librairies sur son patelin en me disant oui c'est bon, je suis passé les voir, contactez-les de ma part, ils sont chauds, bouillants. Et puis quand toi tu appelles derrière, tu te déplaces parce qu'encore une fois moi je travaille vraiment sur du local, même au niveau des auteurs, parce que c'est plus pratique. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ma ligne éditoriale. Ben, tu vas voir, tu te déplaces, tu vas voir le libraire, ou tu téléphones, et puis on t'oppose une fin de non-recevoir. Ça m'intéresse pas. Et puis c'est pas des vilains monsieur et madame, il faut comprendre aussi. Non, c'est... Puis même les formes de rayonner. Moi, je sais que sur le premier, c'était de la fantaisie. On dit ah, la fantaisie. Carrément, une rayonnée, ouais. Je trouve ça assez grossier, quoi. Oui, là, c'est vraiment grossier. Non, mais la fantaisie, bon, pareil, on parle de diffuseur, distributeur. Pas encore. Non, c'est surtout. Pas encore, ça veut voilà. dire qu'il y a Ben, oui, enfin, le projet, il y a des espoirs, on va dire. Il y a des moments où on En un ou deux mots. Du moins, tu t'es renseigné. Ouais, voilà. Mais bon, ce qu'il y a, c'est effectivement surtout donc, salon, festival, etc. Mais c'est vrai qu'aussi, une des difficultés qu'on a, c'est aussi pas forcément non plus la taille, c'est aussi qu'on est dans une littérature vraiment de genre, qui est une littérature de, entre guillemets, de merde pour certains lecteurs dignes de ce nom. Moi, les expériences, voilà, les expériences que j'ai, au tout début, je faisais pas mal aussi de salons, on va dire non spécialisés. C'est désespérant. Quand tu vois, tu présentes tes bouquins, tu n'as personne qui s'arrête. Les seuls commentaires que tu peux avoir, les moins désobligeants, c'est ah non, mais moi, mon fils, il lit pas. Qu'à côté de toi, voilà, qu'à côté de toi, tu as une petite maison d'édition qui est aussi petite que toi, qui fait un bouquin à prendre le tricot, à prendre le son, mais lui, il a la couverture blanche comme il faut, qui fait pro et qui fait vraie littérature et les bons titres, et où tout le monde s'arrête pour au moins pour regarder le quatrième. Je dis bon, voilà. Mais t'as envie d'apprendre le tricot, quoi. Ouais, le tricot est grand public, quoi. Tu te dis, il arrivait un moment Tout est dans le où tu dis, tricot. bon, si je continue les salons on va dire non spécialisés, je vais faire les surcouvertures blanches comme il faut. Mais est-ce que tu as l'accroche commerciale? C'est-à-dire que quand tu as ton étalage de bouquins, est-ce que tu accroches le chaland quand il passe? Non, c'est pas mon point fort. Mais le problème, c'est aussi l'accroche, mais au minimum, Mais Laurent, il y a de l'alcool, c'est pas possible. au moins que la personne ralentisse votre temps. Ça va tout le monde. Mais quand tu vas chez le boucher, tu passes devant un étalage, il y a plein de bidoches, il y a plein de saucisses, il y a plein de machins. T'as pas envie de viande, tu veux du poisson. Tu passes devant chez le boucher, tu regardes pas, d'accord?
Si le boucher il te choque pas, il te dit oh mais il est joli votre fils, comment c'est quoi comme modèle? Et là il te faut un putain de rôti. Le problème dans ces cas-là, c'est que ceux que tu vas trouver, c'est des lecteurs de littérature de vrai, même si tu le chopes, à moins d'y aller avec le mec sur la table. Voilà. Je suis d'accord, mais vous êtes dans un micro ou petite émission, vous l'appelez comme tu veux. Tu peux aller dans des quantités que vous disiez. C'est comme la version lancée. Vous êtes dans des quantités qui sont dans la centaine. D'accord? Donc on n'est pas dans un merchandising comme on a chez Brajlon, chez Monsieur par exemple. Sûr. Où on a une table pleine de plein de bouquins et il y en a 2000 exemplaires de chacun. Et là les gens s'arrêtent parce qu'il y a plein de choix et ça fait joli et ça fait sérieux et tout ça, il y a une belle couverture. Derrière ils s'arrangent pour avoir des filles avec des coussins. Mais ça c'est du marketing. Et vous êtes dans la petite édition, voilà, vous êtes derrière votre table, si vous voulez pécho des mecs pour vendre vos 100 bouquins, vous m'embauchez. Tout ça pour ça. Mais j'en ai toujours. Professionnellement, je peux te dire que moi j'ai fait des salons professionnels dans les métiers de bouche. Quand tu essaies franchement d'arrêter un gars, celui-là, tu te dis après, je suis là, j'aurais pas dû l'arrêter. Parce qu'il va te tenir la grappe pendant 1h30, tu sais qu'il ne s'achètera rien, il ne prend pas ton sang, il prend ça, il va attendre. Franchement, j'ai fait les brocants pour vous donner. oui, non, mais je sais bien. C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Le mec qui a les mains derrière le dos, Et qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que celui-là, il n'a pas envie d'acheter. Et qu'est-ce qu'il attend, l'auteur du petit éditeur? Du pognon. Du pognon, non mais c'est... Non, mais qu'est-ce qu'il attend Pierre, ce que peut attendre l'expérience de l'auteur qui va voir le petit éditeur, c'est aussi un travail sur son manuscrit que fait plus les gros. Oui, en tout cas, maintenant que je ne fais plus les gros. Moi je sais, l'expérience, il y en a certains, des textes qui me paraissent, et ça c'est une expérience. Je pense, pour moi, l'avantage aussi d'un petit éditeur, c'est le côté un peu famille. C'est ce que j'aime dans la SF, ce qui fait que ma manière de fonctionner, au moins jusqu'à il y a peu, c'est je lis un manuscrit, je le commente, et puis bon, voilà ton manuscrit, je ferai ça, ça, ça et ça, ok, et là, ok. Et puis j'ai eu une fois une expérience où j'ai fait tout le boulot dessus. Et puis quand après, bon, mais voilà le contrat que je te propose, ah ben non, mais celui-là n'est plus dispo parce que tel éditeur me l'avait refusé, avec tout le boulot que tu as fait dessus, maintenant il a pris. Mais par contre, j'en ai, voilà. Mais par contre, j'en ai un autre qui Il m'en reste 12. oui, mais non. Voilà. Et ça, c'est peut-être... J'ai l'impression que c'est aussi ce que font les petits éditeurs. Oui, non, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé deux fois malheureusement, ce qui fait que maintenant, voilà, je dis attends, stop, éventuellement je te le prends, tu fais quelques modifs. C'est quoi les modifs? Non, mais ça je te dis, on verra après. D'abord, je t'envoie le contrat, dis bon s'il te convient, et puis ce qui me manque. De faire comme ça, mais... Ouais, mais c'est marginal quand même. Sur les auteurs que tu publies, Jérôme. Franchement, t'as un mec qui t'a fait une salle. Ceux qui l'ont pas publié. Oui, jusqu'à maintenant, oui, parce que pour moi, tous ceux que j'ai publiés, c'est des auteurs, enfin des auteurs confirmés. C'est des auteurs qui ont une mentalité pro, entre guillemets. Là, bon, c'est sur les manuscrits d'auteurs, de jeunes auteurs. Et moi, je pense aussi, c'est aussi une spécificité et ce que recherchent certains auteurs qui s'adressent aux petites maisons d'édition. C'est véritablement des conseils, c'est un travail sur un manuscrit que fait plus les groupes. Ouais, je nuancerais quand même parce que je travaille en tant qu'auteur, je travaille avec le plus gros éditeur aussi, et j'ai jamais autant suivi 100 et haut qu'avec ces éditeurs-là. Je travaille avec Rajo actuellement, je ne peux plus des fois. T'as certains auteurs qui font ça.
L'édition jeunesse, c'est les pires. Ah ouais, Le le rajout, ouais. non, mais attends, en jeunesse, ils te font réviser ton manuscrit jusqu'à ça. Ça, et je trouve ça très bien, parce que j'apprends plein de choses. D'accord. Mais en tout cas, c'est vrai que je voulais nuancer de ce côté-là. Parce que... et je trouve ça très bien. On va demander à Thomas Gia s'il est content de son livre. Ah ouais. Non, mais je dis pas. Ouais. Ah ouais, je suis très content. Moi, enfin, avec Rajou actuellement, j'apprends plein de choses encore. Quoi, voilà. En plus, c'est l'écriture jeunesse, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et du coup, moi, je suis vraiment... Oui, mais il y a deux paramètres. Ah ouais. Et en jeunesse, de toute façon, c'est extrêmement rare qu'il n'y ait pas un travail drastique, et quelquefois beaucoup trop drastique sur les textes. Voilà. En jeunesse, à cause de ça. On peut considérer ça effectivement comme un peu trop. Parce qu'après, on peut se demander ce qui est encore de nous et ce qui est plus. Et ça fait partie aussi de l'intérêt d'un petit éditeur pour un auteur, c'est qu'il y aura cette proximité qui fera que les choses, on va en discuter. Moi, ils ont toujours peur, les jeunes auteurs, qu'on leur pique leur texte, qu'on leur fasse des coups, c'est leur hantise, qu'on leur vole leurs idées. Enfin, il y a des choses un petit peu comme ça, et il faut leur expliquer que nous, on va intervenir dessus, mais tout doit être validé, que lui pourra donner ses propres idées, que tout va se faire en concertation. Et je pense que c'est aussi cette proximité. Alors, je sais que dans les grandes maisons, il y a des éditeurs qui sont très à l'écoute de certains auteurs. Voilà, je pense qu'après ils font leur choix parce qu'ils ont beaucoup de choses à gérer. Et dans les petites maisons, on va s'attacher à chaque auteur. On va vraiment faire un travail vraiment de confiance. Il faut vraiment qu'on se fasse confiance. L'un et l'autre. Puis il y a ce que pense le jeune auteur aussi. Le jeune auteur, il pense qu'il a un bijou formidable, machin. Il écrit un truc, moi mon premier texte, je l'avais enregistré à la SGDL, je ne sais pas si ça dit quelque chose encore. Je l'avais enregistré à la SGDL, j'avais payé l'abonnement, je me l'étais auto-envoyé chez moi en recommandé. Moi je leur propose de le faire pour qu'ils se rassurent, pour qu'ils soient rassurés. Tu sais quoi, personne n'en a voulu. Et des années après, j'ai rouvert cette enveloppe et je l'ai lu, et tu sais quoi, moi j'en voudrais pas. C'est bien, au moins t'as avancé. Il y a aussi ce qui fait que c'est un rapport, c'est-à-dire que quelqu'un qui t'envoie un texte, je vais t'apercevoir assez vite, c'est que le réflexe de toute façon c'est de le lire et de le critiquer. Et puis tu attends. Parce qu'effectivement, la personne qui dit mon texte est parfait, on ne peut pas y toucher. Et en fait, c'est la première chose, tu dis bon, c'est bien, mais tu ne laisses pas forcément la liste exhaustive parce que ça fait peur, mais au moins tu mets bien les grandes lignes. Moi j'ai un copain comme ça, un copain plus. Donc je lui ai répondu franchement et tout. En fait, il n'avait pas envie de travailler. Il n'avait pas envie de travailler et il avait travaillé avec un éditeur en fait qui lui laissait les. Alors, il dit je suis auteur, on ne touche pas à mon texte. Donc il avait son. Tu lui as demandé s'il ne préférait pas passer à la peinture par exemple. Non, mais en fait, tu cuire des pommes de terre, tu renvoies la balle, si la balle elle sort de la table, c'est fini, il n'y a plus de chose. Donc, s'il renvoie la balle, effectivement, là tu rentres dans les choses, là ça devient intéressant. C'est un truc, d'ailleurs, cet auteur-là qui ne veut pas toucher les lignes dans l'industrie, on voit bien, il y a soit ouvrage dirigé par, ou alors ouvrage coordonné par. Voilà. Coordonné par, ça veut dire que l'auteur n'a pas voulu toucher son texte. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, pour un bouquin que j'ai dirigé chez un autre éditeur. Mais bon, voilà. Pas toucher les lignes. Moi, je travaille avec des universitaires, des gens très calés sur leur sujet, etc. Ils ont l'habitude de travailler avec l'édition, ils savent très bien qu'on va discuter. Des fois, il y a un point, mais ce point-là, on va en discuter longtemps. Et ils savent très bien que ça fait partie du jeu et ils sont à l'écoute de ce qu'on peut dire. Mais c'est dans le but d'améliorer le Voilà, parce que ce soit là qui sera sur l'ouvrage, c'est là que le texte soit. C'est aussi là que se construit la relation éditeur-auteur et le contrat aussi. Et c'est de l'informel pendant assez longtemps. Mais ce point-là, moi je ne suis pas quand même persuadé que ce soit autant une spécificité de la micro-édition. Je pense qu'on peut aussi avoir, dans l'édition, on travaille aussi avec un éditeur avec lequel on a des relations parfois de discussion, parfois tendues ou parfois amicales. Et puis on peut tomber sur des micro-éditeurs qui ne connaissent rien dans ce boulot et qui vont publier du texte quasiment brut et qui ne vont pas être capables. Et il y en a quand même pas mal qui le font.
on sent entouré ici de gens qui font leur boulot, mais C'est pas toujours le cas. c'est pas toujours le cas. C'est qu'il n'y a pas un gentil et des méchants. Oui, voilà. Donc la spécificité, c'est peut-être pas celle-là. La vraie spécificité, c'est quand même d'avoir effectivement des tirages qui sont... Non, je pense qu'il y a une proximité quand même aussi qui est plus forte. Parce que dans une grande maison, on va être plus en proximité peut-être avec le correcteur, peut-être plus avec lui qu'on va discuter. Vraiment un truc de proximité. Ouais. On va plus avoir de proximité, c'est pas une question de retravail faire des manuscrits. Ouais. C'est vraiment Comme auteur, je ne ressens pas du tout comme ça. Faire évoluer le projet, par exemple, le bouquin Louis sur la mythologie, maintenant on voyait juste le texte, le côté dramatique. C'est un livre en deux parties, une partie comique, une partie dramatique, un peu comme dans le théâtre grec, puisque ce sont des légendes grecques dont il est question. Et en fait, c'est en discutant toutes les deux qu'on est venu à cette idée de faire un livre à double face, parce que je connaissais ses écrits par ailleurs sur un blog où elle avait une réécriture comique des légendes mythologiques grecques. Et c'est venu comme ça, où après on a rajouté des cartes, un index, un glossaire, enfin, c'est venu en discutant, et c'était pas du tout ce qu'elle... Enfin, voilà, le projet d'origine, finalement. C'est un petit peu dans l'évolution, la discussion entre nous que ça évolue, et ça, je trouve ça très plaisant, en même temps, en tant qu'éditeur, pouvoir être assez près de l'auteur pour pouvoir faire évoluer le projet, et qu'à la fin, même l'auteur, il est davantage heureux du résultat. Mais encore une fois, pour moi, ce que tu décris, c'est un vrai travail d'éditeur, et ça caractérise pas les mythologies. Non. C'est pas une proximité. Dans Si l'autre... l'auteur n'est pas content, il va tout de suite venir Je pense pas qu'Antoine Gallimard soit ami avec tous les auteurs que je publie. Non, mais il y a des Non, bien directeurs sûr, de mais il n'est pas seul non plus dans sa maison, et il y a des éditeurs. Voilà, mais c'est peut-être ça, c'est qu'on est un peu seul. La spécificité, pour moi, c'est un peu tout ça. La spécificité, on va dire, amicale, des bons rapports ou autre, est-ce que c'est une spécificité petit éditeur, ou est-ce que c'est une spécialité aussi un peu du milieu, entre guillemets, qui veut ça? Là, on est à la convention, je n'ai pas l'impression que dans les autres milieux, on va dire, littéraires ou autres, il y ait cette ambiance-là, il y ait cette ambiance de famille, entre guillemets, où on est tous, on n'est pas amis à 100% avec tout le monde. C'est l'équivalent d'une grande famille. Il y a des brouilles. Voilà, il y a le grand-oncle, bon, quand il porte. Il y a quelques jambons, il y a le parent propre. Est-ce que ce rapport d'amitié, on va dire, qu'on a avec les auteurs, qu'est-ce qui vient du milieu SF, qu'est-ce qui vient véritablement de la taille? Et effectivement, pour moi, vraiment la spécificité, comme tu le dis, c'est le tirage les autres, et aussi une certaine liberté qui fait que de ce tirage-là, on peut oser un peu plus, on peut se faire plaisir en disant j'ai envie de ce texte-là, je veux le publier, j'ai envie, je sais pas, de faire un livre objet ou de faire quelque chose que ça va peut-être pas se vendre, mais ça me fait plaisir, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire, etc. Un peu plus de liberté que n'ont pas les... On n'a pas les mêmes impératifs financiers. Oui, voilà. Parce qu'on n'a pas les mêmes impératifs financiers. Du fait de l'actionnaire nos tirages, c'est pas les mêmes risques financiers, c'est pas les mêmes... Même si ces risques existent quand même. Je pense que la peur de la faillite est quand même... Je ne sais pas si on peut encore t'appeler... Peut-être plus fréquent chez les micro-éditeurs. Bah, moi j'ai un diffuseur maintenant. D'accord, le risque existe, mais dans le pire des cas, je prends mon cas, tu prends un risque, tu te plantes, allez, soyons fous, tu vas perdre 5, 6, 7 000 euros grand maximum. Oui. T'es 6 000 euros. Oui, c'est vraiment un maximum. Ah bah oui, Par semaine. Ah, pardon. ça va alors. Voilà, si tu es un gros éditeur, si tu te plantes sur un gros projet, c'est d'argent plus que ça. Oui, mais je aussi. Pendant un an et demi, j'ai vécu d'expédients. C'est des expériences qui étaient très
très importante, parce que c'est comme ça que je me suis mis à éditer des nouvelles. Parce que d'une part, j'ai trouvé des expédients qui m'ont permis de petit à petit payer les dettes, et de l'autre côté, à un moment donné, j'ai eu l'idée de développer les nouvelles. À mon échelle, j'ai inventé un petit truc et qui m'a permis petit à petit de réenclencher et d'apprendre aussi à faire des choix, de savoir peser un choix. Qu'est-ce que ça a comme conséquence de lancer une nouvelle c'était des enjeux ridicules au niveau financier, mais petit à petit, et donc la galère et le fait de se dire, même sur une nouvelle, si je me plante, je vais me faire très mal. Non, tu vas te faire mal, mais par rapport à d'autres métiers, par rapport à d'autres trucs, tu as certains métiers qui demandent beaucoup d'investissement, où si tu te plantes, tu te plantes de 40, 50, 60 000 euros. Dans la micro-édition, ça reste... Enfin bon, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas l'essentiel. On ne fait pas de la micro-édition en se disant je vais faire ça parce que bon, j'aurais pu faire de l'investissement immobilier, mais au moins là, je me plantais moins. Non, je pense que... on fait ça avant tout, parce que d'une part, ça nous plaît, et... Comme tout entrepreneur, finalement. Et alors, est-ce que puisqu'on arrive vers la fin du débat, parce qu'il va falloir respecter l'horaire, est-ce que c'est quelque chose de durable? C'est-à-dire, je parlais à l'ouverture de ce débat de l'édition électronique. Est-ce que la micro-édition, c'est un moyen de faire survivre un peu l'objet libre, ou est-ce que ça risque de se fondre un jour là-dedans? Voilà la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est utile ou pas? C'est-à-dire, aujourd'hui, ça permet sans doute à plus de monde d'être publié. Est-ce que ça permet à plus de lecteurs d'aborder des livres? C'est complémentaire. C'est souvent les mêmes lecteurs qui achètent les deux. C'est souvent les mêmes lecteurs qui achètent les deux pour des raisons différentes. Ils ont le bouquin parce qu'ils aiment le bouquin, et ils achètent le fichier numérique parce qu'ils peuvent le lire sur la page, ou dans le train, ou dans l'avion, ou je sais pas où. Et même pour l'éditeur, c'est complémentaire.